Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis chargé de reposer brièvement le cadre qui lie l'alimentation et la santé, et donc de redire une fois encore combien les inégalités sociales de santé jouent un rôle important dans l'accès que l'on a à une alimentation de qualité. Mais voilà, donc le résultat du thermomètre Solidaris Mutualité Socialiste que Martin Ouoti vient de rappeler le ressouligne encore. Ce sont avant tout les personnes avec les revenus les plus bas et les moins scolarisés qui se sentent les plus démunis face à la cacophonie de l'offre alimentaire et des messages qui l'entourent. Et on sait aussi que ces populations sont aussi les candidates toutes trouvées au surpoids, à l'obésité et au grand chelem des maladies de société qui y sont liées, donc le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Alors, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur toute une série de chiffres, de données épidémiologiques. Pardon, j'ai passé un slide. Donc, de données épidémiologiques précises sur les différentes maladies et la façon dont elles sont liées aux inégalités sociales de santé. Je vous propose plutôt de faire un focus sur deux déterminants sociétaux qui me paraissent importants et relativement oubliés dans la réflexion et dans les exposés. Ce sont d'une part les écarts de revenus, donc l'importance que jouent les écarts de revenus dans l'accès à une alimentation de qualité et dans les taux d'obésité, et d'autre part l'importance de l'offre alimentaire et de la toute relativité du choix qui est laissé finalement aux consommateurs mangeurs pour choisir une alimentation de qualité. Donc par le passé, c'était les riches qui étaient gros et les pauvres qui étaient maigres. Si c'est encore le cas dans certains pays les plus pauvres, dans les pays développés et dans les pays émergents, bien c'est en fait maintenant le contraire qu'on a tendance plutôt à observer. Pourtant, l'obésité n'est pas une fatalité des sociétés modernes et riches. Je ne sais pas si vous savez lire, ce n'est pas très grave si vous ne savez pas lire en détail, c'est juste, donc c'est un graphique qui est extrait d'un bouquin dont je vais parler juste après, donc qui fait le lien entre d'une part, sur l'axe horizontal, les différences, donc les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres dans les différents pays, et sur l'axe vertical, le pourcentage d'obésité. Et donc, je disais que l'obésité n'est pas une fatalité des pays riches, puisque ici, on peut voir qu'un pays comme les États-Unis, qui est situé tout à fait en haut du graphique, donc avec énormément d'obésité, et de grands écarts entre les niveaux de revenus des plus riches et des plus pauvres, alors que les États-Unis ont pratiquement le même produit intérieur brut qu'un pays comme la Suède, qui est tout à fait à gauche dans le tableau. Donc on voit qu'il y a moyen vraiment d'avoir, alors qu'il y a pratiquement un même produit intérieur brut par habitant, de grandes différences d'obésité, et ça, donc c'est plutôt lié aux écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Donc ce qui agit, ce n'est pas trop le produit intérieur brut par habitant, ce sont les différences de revenus, donc vraiment les inégalités sociales. Et donc dans leur ouvrage « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous » de Richard donc Wilkinson et Kate Pickett, ils démontrent justement cela, chiffres, graphiques et preuves en appui. Je conseille vraiment ce bouquin. Donc, plus les inégalités de revenus sont importantes, plus la prévalence de l'obésité est élevée. Et en fait, ils font la même démonstration. Donc, de nouveau, vous ne saurez pas lire, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'on peut chaque fois montrer un lien vraiment important, donc une liaison statistique entre différents problèmes de société, dans le style, donc ça va des violences urbaines aux grossesses précoces en passant par les problématiques d'échec scolaire, par exemple. Eh bien, on peut chaque fois trouver un lien entre ces problématiques qui empoisonnent le vivre ensemble des sociétés riches et les écarts de revenus, les inégalités de revenus. Donc c'est qu'en réalité, si les taux d'obésité sont liés à l'éducation et aux revenus, ils le sont plus fortement encore au sentiment que les gens ont de leur statut dans la société. Donc lutter contre l'obésité, améliorer l'accès de tous à une alimentation de qualité, cela passe donc avant tout par une réduction des inégalités sociales.
Une politique intégrée de l'alimentation pour laquelle plaide Solidarisme Mutualité Socialiste devra donc largement tenir compte de ce facteur. Et d'ailleurs, plusieurs recommandations de notre livre blanc vont évidemment dans ce sens. Alors, le deuxième focus que je voudrais faire rapidement et brièvement avec vous, c'est un focus sur l'offre alimentaire et son influence sur le choix des personnes dans leurs achats alimentaires. Donc, un des principes fondateurs de la société de consommation, c'est justement le libre choix du consommateur. Mais les possibilités de choix sont-elles réelles et les mêmes pour tout le monde? On sait que les gens pauvres et peu scolarisés se nourrissent moins sainement, mangent par exemple moins de fruits, de légumes, de poissons, plus de plats préparés, trop gras, trop sucrés, trop salés, sont plus fréquemment obèses et malades de mal manger. Mais augmenter leur pouvoir d'achat n'améliore pas nécessairement leur comportement alimentaire. Les informer, les éduquer, j'aime pas le mot, je le cite exprès, les sensibiliser, leur expliquer les fondements de la nutrition et les règles de la diététique non plus. Les choses sont beaucoup plus complexes. Dans le domaine de l'alimentation, à côté de la nutrition, la psychologie, les neurosciences, eh bien, je crois que la sociologie et l'anthropologie peuvent nous aider à mieux comprendre pourquoi et comment les choses se passent. Donc, sans prétendre du tout à l'exhaustivité, je vous propose quelques éléments à prendre en compte au niveau donc, sociologique et anthropologique. Mais d'abord, le fait que l'intégration des normes révèle des appartenances sociales. Donc, en fonction de la place que l'on occupe dans les strates socio-économiques, nos réactions face aux normes sociales et de santé varient, allant d'une intégration active à une réaction de rejet, en passant par l'indifférence ou le fatalisme. Pour certains groupes de population, les pratiques alimentaires éloignées des normes de santé publique constituent une forme de dernière liberté, quelque part, face au cumul d'autres contraintes économiques et sociales, manque d'argent, sentiment de précarité et d'absence de reconnaissance sociale. L'inculcation de principes se heurte à la valorisation de l'abondance, fût-ce de produits très bon marché et de piètre valeur nutritionnelle. La trajectoire socio-économique joue aussi ici un rôle très important. La consommation alimentaire permet, par exemple, quelque part de participer à la société de consommation et de s'y intégrer. Consommer des produits industriels constitue une sorte de preuve de cette participation à la société de consommation. La compréhension même des normes nutritionnelles et leur mise en application de manière plus ou moins conforme dépendent fortement des représentations que les groupes sociaux ont de l'alimentation et du corps et aux liens qu'ils font ou non entre santé et alimentation. Enfin, alimentation et activité physique sont fortement dépendants du statut socio-économique dans l'enfance, donc notamment en lien avec la profession du père, parfois davantage même que du niveau d'études et des revenus actuels de la personne concernée. Donc ce tout petit éclairage socio-anthropologique nous pousse, me semble-t-il, à reconsidérer sinon la réalité, à tout le moins l'universalité de la liberté de choix des consommateurs mangeurs. L'enveloppe des choix possibles et les contextes dans lesquels ils sont présentés ont une influence importante sur les comportements alimentaires. L'offre alimentaire et les pratiques commerciales et de marketing doivent être prises en compte dans le cadre d'une politique intégrée de l'alimentation de qualité. Les intervenants autour des tables rondes de tout à l'heure en parleront très certainement. Alors, j'ai envie de terminer en vous disant combien, en tant que responsable du service promotion de la santé de Solidarisme Mutualité Socialiste, je suis content de la diversité de vos domaines de compétences et de travail, aussi bien côté intervenants que participants. Promotion de la santé, médecine et nutrition, bien sûr, mais aussi aide sociale, aide alimentaire, relations nord-sud, souveraineté alimentaire et coopération au développement, grande distribution, circuits courts et groupements d'achat, Horeca et restauration collective, défense des consommateurs, économie sociale, agriculture, transformation, bio, développement durable et environnement, administration fédérale, communautaire, régionale et provinciale, monde académique et de l'information. C'est un des axes stratégiques de la promotion de la santé dans toutes les politiques. Et donc je crois qu'aujourd'hui, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir, ben voilà, en participant aux réflexions, vous allez quelque part faire de la promotion de la santé à l'issue de votre plein gré. Nous allons réfléchir ensemble à comment avancer vers une politique intégrée d'alimentation
en tenant compte évidemment de tous les secteurs et de tous les points de vue que vous représentez, aussi bien vous les participants que les personnes qui ont accepté d'être intervenants à nos tables rondes. Je vous remercie.